Bonsoir les amis, vous m'excuserez, j'ai eu un petit problème technique, donc je n'ai pas pu me connecter comme j'avais l'habitude de le faire, ce qui explique un peu ce retard. Vous m'en excuserez. Donc comme d'habitude, je vais attendre un tout petit peu, si ça ne vous gêne pas, le temps que quelques personnes se connectent avant de commencer ce live. Et vous m'excuserez aussi pour la qualité des images, parce que d'habitude je le fais à partir de mon ordinateur, mais là aujourd'hui, je n'ai pas réussi à, à faire en sorte que le live se passe à partir de mon ordinateur. Donc je l'ai fait sur mon téléphone. Par contre, si vous ne m'entendez pas, ce serait important de me le signaler pour que je sache si vous entendez ma voix ou pas. Ablaye Nokan, dis-moi si tu m'entends au lieu de faire des commentaires comme si tu étais à la lutte. De... Mhm. Ah bon? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne m'entend pas alors? Ah si, on m'entend bien apparemment. Monsieur Joe me dit qu'il m'entend bien. Ok, parfait. Très bien. Merci, merci Monsieur Joe. Merci Ablaye. Bonsoir Salek. Saoudatu Asalimina Majurama. Bon, je propose que nous commencions parce que je suis déjà assez en retard par rapport à l'heure annoncée et il se fait un peu tard. D'abord, avant de commencer à aborder le fond de la question, je souhaitais au préalable euh, dire pourquoi j'ai fait le choix, malgré quelques appels d'amis et de gens qui me sont proches, qui ont vu le titre de mon poste et qui me disent que ce n'est pas la peine d'avoir un ping-pong avec M. Si. Pourquoi malgré tout, je vais quand même commencer par ce live par répondre à son poste. Parce qu'il me paraît très important de préciser les choses. D'abord concernant mon parti et ensuite concernant ma personne. Des choses qu'il a pu dire dans son poste pour montrer à quel point la mauvaise foi peut amener quelqu'un à dire des contre-vérités historiques. Et le danger de ces contre-vérités, c'est qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi et qui n'ont pas le même recul historique par rapport aux événements politiques, par rapport au parcours militant, et qui peuvent se laisser tromper par des affirmations gratuites, tant à mon sujet qu'au sujet de mon parti politique. Il y a évidemment des gens, des amis, des camarades politiques, des frères. C'est le cas par exemple de mon ami et frère Hadi Kodoyan, qui m'ont déconseillé de répondre à M. Si par rapport à ces attaques. Pour le rassurer, je m'en vais dire tout de suite qu'il ne s'agit pas pour moi de descendre dans le caniveau et d'être à son niveau, de porter des accusations gratuites. En revanche, là où je suis d'accord avec mon jeune frère Abdoulaye Nyokan, sans être dans la même tonalité que lui, bien évidemment, c'est qu'il y a des accusations quand elles sont portées. Il est toujours bon de les clarifier et d'apporter la vérité, surtout lorsque ça concerne un militant comme moi, qui a la chance d'avoir plutôt la réputation d'être constant dans ses engagements
qui a la chance d'avoir plutôt une réputation de quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Et jusque-là, c'est cette image que j'ai laissée. Et je ne vois pas pourquoi une personne surgirait comme ça, au profit d'un débat, pour porter sur moi des accusations qui ne tiennent pas la route. Donc je vais commencer ce live par remettre en perspective l'histoire et dire ce qui a été le fondement d'abord de mon engagement militant, et puis revenir sur des faits qu'il a pu annoncer, tant à mon sujet qu'au sujet de mon parti, pour clarifier l'opinion. Mais rassurez-vous, le fond de ce live, ça va évidemment être la thématique de la discrimination raciale en Mauritanie, la thématique du racisme d'État et la thématique de ce que de plus en plus certains appellent l'apartheid en Mauritanie. En gros, on va s'interroger sur est-ce qu'on peut parler de l'apartheid en Mauritanie ou pas. Est-ce que M. Id Oulmbarek, puisque c'est ça l'origine du débat et de la polémique entre M. Si et moi, est-ce que M. Id Oulmbarek avait le droit, avait raison de dire ce qu'il a pu dire à propos de gens qui parlent d'apartheid en Mauritanie? Pour revenir par rapport à ce qu'a pu affirmer M. Si dans son texte, que certains d'entre vous ont probablement lu, que moi j'ai eu la chance de lire parce qu'on me l'a transféré, parce que M. Si, je rappelle, m'a bloqué sur les réseaux sociaux depuis 2019, parce qu'il y a simplement eu des divergences d'approche, des divergences d'opinion. Donc sa réaction a été de me bloquer. C'est pour cette raison que j'ai tardé à savoir qu'il avait réagi à mon post sur la sortie de Id, et il a pu, dans son texte, me présenter comme quelqu'un qui n'avait pas le droit de défendre ceux qui parlent d'apartheid, tout simplement parce que j'aurais, d'après lui, participé d'une façon ou d'une autre à ce qu'on appelle communément aujourd'hui le génocide biométrique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, en 2010-2011, selon lui, mon parti avait une position qui était plutôt une position soutenante par rapport au système qui, aujourd'hui, est à l'origine de ce qu'on appelle le racisme d'État. Je voudrais d'abord revenir sur le contexte de l'époque. Abdoulaye Babassi fait allusion à un accord que la JDMR avait eu, effectivement, dans les années 2010, avec le pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz, mais un accord public, assigné. Et c'était la première fois dans l'histoire politique de la Mauritanie qu'un parti politique d'opposition, dans son échange avec la majorité, oblige cette majorité à signer un accord public avec des points qui étaient connus de tous et télévisés d'ailleurs, où notre parti a amené Aziz et son régime à l'époque, ou ses soutiens à l'époque, à accepter le fait qu'un certain nombre de points soient des axes de travail dans le cadre d'un accord majoritaire pour régler un certain nombre de problèmes, dont certains nous tenaient très à cœur. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le passif humanitaire, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Donc cet accord a bien eu lieu, et tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Et à l'époque, bien sûr que certains de nos concurrents, y compris certains des gens avec lesquels nous avions eu un parcours militant commun, nous avaient beaucoup attaqués parce qu'on sortait d'un coup d'État qu'Aziz avait fait et qui avait évidemment déposé Sylvie Cheikh Abdallah. Sauf que Aziz, quand il est venu au pouvoir, avait dit « j'ai envie de régler les problèmes ». Donc si vous voulez dialoguer, venez, nous allons dialoguer sur la base de points et nous allons régler tous les problèmes que vous allez souligner. Nous y avons cru. Nous avons passé un accord avec Aziz. Et quand M. Si dit « vous étiez membre de la majorité présidentielle », ceux qui n'ont pas de recul historique pourraient penser que nous étions au gouvernement. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas un seul membre de la JDMR qui était membre du gouvernement à l'époque. Il y avait évidemment des partis majoritaires. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons signé avec cette majorité un accord avec des points qui sont précis. Un accord qui n'était pas caché puisque nous avons invité la télévision avec les représentants d'Aziz et les points qui faisaient l'objet de l'accord ont été déclinés. Cela s'est passé à peu près sur 10 mois. Et au bout de 10 mois, on s'est rendu compte qu'Aziz ne voulait pas tenir parole. On a claqué la porte à l'accord de l'époque
et nous sommes partis de la majorité présidentielle à la veille de cet enrôlement que j'appellerai plus tard le génocide biométrique. Nous avons claqué la porte et nous sommes partis et nous étions un des premiers partis politiques à dénoncer l'enrôlement quand il a fait. C'est facile à vérifier, vous pouvez aller voir, il y a une déclaration de la JDMR qui date de l'époque et qui dénonçait à l'époque l'enrôlement dont nous disions qu'il préparait justement ce que je nommerai après le génocide biométrique. Le terme n'était pas connu, mais nous disions déjà dans cette déclaration qu'il est certain qu'Aziz est en train de préparer la poursuite de la discrimination que les Noirs vivaient en Mauritanie. Et cela à travers cet enrôlement qui n'était qu'un prétexte. Donc ça, c'est pour rappeler le contexte historique et c'est à cela que M. Sy fait allusion. Et quand il dit, M. Bokarba, qui dénonce aujourd'hui l'apartheid, à l'époque, a contribué au génocide biométrique, le ridicule ne tue pas, mais il honnie. Pourquoi? Parce qu'il utilise un terme que moi-même j'ai forgé. Le génocide biométrique, c'est moi le premier, Hadi Kodeyan le rappelle assez justement dans son article, c'est moi qui ai forgé ce terme dans une conférence qui a été faite par l'AVOM plutôt à Bruxelles, que j'ai animée, dans lequel j'ai parlé de génocide biométrique et c'est rentré dans le vocabulaire des militants. Donc comment est-ce que moi je peux contribuer à quelque chose dont j'ai inventé le terme qui le dénonce? C'est ridicule. Et par ailleurs, j'ai rarement fait de publicité à quelqu'un, mais je vous invite à lire ce livre de M. Abdul Biranwan, qui était le président fondateur de Touche pas à ma nationalité. Dans ce livre, vous verrez comment il parle de moi et de ma contribution à la lutte de Touche pas à ma nationalité. Et je m'en arrête là, donc je vous invite à aller lire ce livre pour savoir que M. Sy raconte des sornettes me concernant et concernant mon éventuelle participation au génocide biométrique, dont je suis un des principaux démolisseurs de l'époque. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai contribué à la lutte de Touche pas à ma nationalité, mais les conférences que j'ai animées à l'époque, dans les années 2011, 2012, 2013, sur Paris, sur ce sujet, les manifestations que j'ai organisées moi-même devant le Parlement européen ici, dont les images existent, il suffit d'aller sur ma page Facebook, allez défiler et vous allez voir. Vous allez savoir que M. Sy a volontairement fait usage de mensonges me concernant parce qu'il s'agissait simplement de me salir. Mais tout ça est très facile à vérifier. Donc je vous le dis encore une fois, face aux accusations mensongères de M. Sy, il y a un témoignage historique gravé dans le marbre, écrit dans un livre. Et face à ces accusations mensongères, il est facile de vérifier qu'il y a des vidéos, qu'il y a des textes que j'ai écrits à l'époque, et il y a des témoignages qui existent que vous pouvez assez facilement vérifier. Donc, M. Sy a volontairement voulu me salir, mais ça le regarde. Il faut que vous sachiez quand même que j'ai souhaité avoir un débat avec lui. Adam Abba, qui est connu pour ses lives à partir de Bruxelles, a souhaité organiser un débat entre nous. M. Sy s'est défilé, n'a pas souhaité venir à ce débat et je suis toujours disponible pour échanger avec lui sur les accusations qu'il a portées sur moi et s'il veut, sur le fond de la question, là où il essaie de défendre M. Id Oulmari. Maintenant, pour revenir à la question de fond, qu'est-ce qui a amené toute cette polémique? Maître Id fait une sortie dans laquelle il dit que ceux qui parlent d'apartheid en Mauritanie ne devraient pas être dans les institutions de ce pays. Même s'il rectifie en disant qu'il n'a pas dit que les institutions ne devraient pas les accepter, mais c'est eux qui devraient avoir l'honnêteté de ne pas intégrer ces institutions, pour moi ça revient au même, c'est pareil au même. Et il donne un exemple, il dit que Mandela n'aurait jamais intégré les institutions de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid parce qu'il combattait l'apartheid. Il y a, de mon point de vue, au minimum,
une ignorance de ce qu'a été l'apartheid à l'époque. D'abord parce que dire que Mandela n'aurait pas intégré les institutions de l'apartheid, c'est ignorer que Mandela, même s'il voulait, ne pouvait pas. Parce que tout simplement, il n'avait pas le droit de vote, il ne pouvait être ni électeur, ni éligible. Et je vous assure que si Mandela avait la possibilité, à l'époque de l'apartheid, à l'époque où il y avait Peter Botha, qui était président, s'il avait la possibilité d'être parlementaire en Afrique du Sud et de dénoncer l'apartheid à partir d'un parlement, il aurait fait ce choix plutôt que d'être dans une prison dans le Cap. C'est une question de bon sens. C'est bien parce qu'on ne lui a pas donné cette occasion. Donc, du point de vue du bon sens, on pourrait parfaitement être dans un pays, intégrer ses institutions et utiliser ces institutions pour dénoncer un fait. Monsieur Diaw, j'évite ta question et je reviendrai là-dessus. Ceux qui sont visés par cette attaque, c'est qui? Ce sont ces parlementaires, c'est des gens comme Saodat Ouane, comme Khali Diallo, comme Biram Daabé, comme Samba Choyel, qui sont au Parlement et qui ne mâchent pas leurs mots, qui dénoncent le système racial qui existe en Mauritanie, la discrimination raciale qui existe en Mauritanie. Et ces gens sont parfaitement dans le rôle. Quand on est... Ce qu'on devrait en Mauritanie plutôt critiquer, c'est les gens qui sont dans des institutions et qui ne jouent pas le rôle pour lequel ils y sont. Les parlementaires sont au Parlement et leur vocation c'est de parler, et ils font. Donc quand quelqu'un comme Khali Diallo, comme Biram Daabé ou comme Saodat Ouane décide de dire qu'il y a l'apartheid en Mauritanie, ils ne sont en rien en rupture avec leur rôle. Ce n'est pas parce qu'ils sont membres du Parlement qu'ils doivent s'interdire de dire ce qu'ils pensent, bien au contraire. Ce qu'on pourrait interroger en revanche, ce sont des gens, je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez tous, qui sont dans des institutions en Mauritanie et qui ne font pas ce pourquoi ils sont là. Ça, c'est une honte. Mais par contre, être membre du Parlement et dénoncer ce qui se passe dans le pays, c'est même son rôle. Donc, la question de la dénonciation de ce qu'on pourrait entendre par apartheid en Mauritanie fait partie du rôle des parlementaires, s'ils sont courageux et s'ils croient en ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, je vous invite à aller revisiter un texte qu'Abdoulaye Babassi lui-même a écrit à l'époque, en 2022, pour répondre à Jamil Mansour sur le même thème. En 2022, Jamil Mansour, dans une sortie, dit à peu près la même chose que Id. Qu'il n'y a pas d'apartheid en Mauritanie, que les gens qui dénoncent l'apartheid en Mauritanie sont de mauvaise foi. Abdoulaye Babassi, le même qui défend aujourd'hui Id, écrit ce texte, je pourrais le reproduire dans mon Facebook, pour dire, que Jamil Mansour a tort, que parler de l'apartheid en Mauritanie est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce qu'il dit, bien sûr que nous sommes conscients du fait que l'apartheid c'est un système normatif avec des lois qui a existé à une époque en Afrique du Sud. Mais qu'aujourd'hui, le sens commun de l'apartheid, c'est tout système qui s'apparente à cela, qu'il s'adosse à des lois ou pas. C'est à peu près ce qu'il dit. J'utilise mes mots, mais c'est à peu près ce qu'il dit dans ce texte. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur cette interprétation-là. Je considère effectivement que lorsqu'on dit que l'apartheid existe en Mauritanie, on n'est pas idiot pour dire qu'il existe en Mauritanie un arsenal juridique, comme ça a été le cas en Afrique du Sud, qui interdit par exemple aux Noirs de rentrer dans certains quartiers, qui interdirait aux Noirs de se marier avec des mouresques, qui interdirait aux Noirs d'accéder à certains quartiers, d'avoir à intégrer certaines écoles publiques. Et encore, on pourrait revenir sur cette nuance-là, pour montrer qu'en définitive, il y a bien quelquefois des politiques séparatistes en Mauritanie. Mais, quand on dit qu'il y a l'apartheid en Mauritanie, on n'est pas en train de dire que la version sud-africaine de l'apartheid existe en Mauritanie. Mais il existe en Mauritanie un système de discrimination avéré, presque assumé, qui fait qu'on pourrait parfaitement parler
d'apartheid par métaphore. Et ce que je dis là, c'est exactement ce que Abdoulaye Babassi disait pour contredire Jamil Mansour. Alors on pourrait se poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'en 2022, M. Abdoulaye Babassi pensait qu'il existait bien l'apartheid en Mauritanie et en 2025, il pense qu'il n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2025 en Mauritanie pour qu'il change tant d'avis? Est-ce que les choses auraient changé ou est-ce que c'est lui qui a changé? Je laisse cette question en suspens, il lui appartient d'y répondre. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est M. Jamil Mansour qui l'avait dit que ce n'était pas vrai? Et quand Maître il dit la même chose, ça devient vrai. Donc la question de qui est constant et qui n'est pas constant n'est pas à poser à Bokarou Marba. Elle est à poser à M. Si. Donc à lui de répondre à cette question. Pourquoi ce qu'il disait en 2021 n'est pas vrai en 2025? La chose aurait-elle changé? Ou c'est lui qui a changé? Et s'il a changé, de quoi a-t-il changé? D'opinion? De position? À lui de répondre à cette question. Toujours est-il que pour revenir à la question de fond, celle de l'apartheid en Mauritanie, je redis ce que tout le monde dit et ce que tout le monde constate en Mauritanie. Il existe bel et bien en Mauritanie un système discriminatoire qui s'appelle le racisme d'État. Et quand on parle de racisme d'État, qu'on soit clair, nous ne disons pas qu'en Mauritanie, il y a une constitution qui dit qu'il y a des Noirs et des Blancs et que les Noirs ont tel privilège, les Blancs ont tel privilège. La subtilité du système mauritanien, c'est justement de ne pas être normatif. C'est justement de ne pas voter des lois pour rendre la discrimination flagrante. C'est au contraire de voter des lois qui disent quelque chose qui est absolument en décalage avec la pratique de ceux qui animent le système. C'est ça la subtilité. Et c'est ça qui rend difficile de combattre le système en Mauritanie. Parce que lorsque vous dites qu'il y a un système de ségrégation en Mauritanie, ceux qui vous contredisent ne vous renvoient pas à la pratique des gens du pouvoir. Ils vous renvoient au texte. Ils vous disent non, en Mauritanie, on a une constitution qui dit que tout le monde est égaux, qui ne fait pas de différence entre noir et blanc. Certes, il y a une constitution qui dit ça. Mais puis, qui peut nier aujourd'hui qu'en Mauritanie, il y a une discrimination de fait pour l'accès aux grandes écoles? Qui peut nier aujourd'hui en Mauritanie que lorsqu'on se présente au concours, qu'on a plus de chances d'être admis lorsqu'on est blanc que lorsqu'on est noir? Qui peut nier aujourd'hui en Mauritanie que les nominations sont frappées d'une forme de discrimination évidente? Qui peut nier en Mauritanie que ceux qui ont été déportés en 1989 l'ont été parce qu'ils sont noirs? Qui peut nier en Mauritanie que ceux qui ont été tués à Inal ont été tués parce qu'ils sont noirs? Qui peut le nier? Personne. Et quel est le nom qu'il faut donner à ce système qui fait qu'on peut tuer des gens parce qu'ils sont noirs, on peut déporter des gens parce qu'ils sont noirs, qu'on peut discriminer des gens par rapport à l'emploi, par rapport à la formation parce qu'ils sont noirs, qu'on peut exproprier les terres des gens parce qu'ils sont noirs, qu'on peut tous les jours, et ça arrive, que dans des quartiers, la police tue des jeunes noirs. C'est un fait. Ce sont des choses qui sont factuelles et qui ne sont contestables par personne. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui osent nommer cela, qui osent dire que ça, c'est une discrimination raciale, que ça ressemble à l'apartheid, et d'autres qui vont vous dire que ce sont des faits d'hommes, que ce sont des faits isolés, alors même qu'on est absolument certain qu'il y a un système qui travaille au fait qu'en Mauritanie, des Noirs soient discriminés. Et ça, c'est sur tous les plans, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan linguistique, sur le plan économique, sur le plan de la formation, de l'accès à l'emploi, et aujourd'hui, même sur le plan de l'enrôlement administratif. Et c'est pour ça qu'on parle de génocide biométrique. Aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui sont discriminés et qui sont devenus apatrides simplement parce qu'ils sont noirs. Il y a des faits qui sont très simples. Voyager entre Rosso et Nouakchott, voyager entre Nouakchott et Kéti, quand vous êtes dans une voiture, vous êtes dans un taxi brousse, bien sûr qu'on va vous demander votre pièce d'identité parce que vous êtes noir.
Si vous êtes en Mour, on ne vous demandera pas votre pièce d'identité parce que votre peau suffit à établir cette identité mauritanienne. C'est un fait. Il ne faut pas passer par quatre chemins, il faut dire les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait les imaginer ou les fantasmer. Pensez qu'en Mauritanie, il y a une égalité entre les citoyens, osez dire cela aujourd'hui, au moment où on continue encore à avoir des gens qui sont même rentrés de déportation et qui sont en face de leur propre village ancien et qui ne peuvent pas les intégrer parce qu'ils sont toujours réfugiés mais chez eux, dire cela, c'est réellement vivre dans le fantasme. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que Maître Id peut consacrer autant d'énergie à aller contester des opposants au lieu de contester le système que je viens de décrire. C'est cela qui me gêne. C'est cela qui me pose problème. Et c'est ça qu'il faut aller interroger. Pourquoi on a en Mauritanie des gens qui se disent de l'opposition et dont l'énergie est entièrement consacrée à combattre des opposants? Ça, c'est ça la question de fond. Et c'est en cela que personnellement, j'ai mis de côté, on va dire, la tendance diplomatique que j'aurais dû avoir, parce que je vous rappelle que je suis le porte-parole d'un parti d'opposition. J'aurais pu me dire, bon, ce n'est pas à moi de sortir pour répondre à un opposant comme moi. Non, mais je trouve que moi, un parti politique, quel qu'il soit, n'est qu'un outil au service d'une conviction, au service d'une mission. Et moi, ma conviction, elle est bien plus forte que le parti auquel j'appartiens. Si demain la JDMR s'écarte de la ligne à laquelle je crois, je m'écarte de lui. C'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que je ne prends pas de gants face même à des partenaires probables de l'opposition lorsqu'ils s'écartent de la ligne. Notamment lorsqu'ils attaquent des parlementaires sur la question de la discrimination qui, pour moi, est l'ADN de mon parti. L'ADN de mon parti, c'est de combattre la discrimination en Mauritanie. Et tout celui qui vient dire le contraire de ce que nous disons sur cette question-là, eh bien, me trouvera sur son chemin, fût-il un partenaire de l'opposition ou pas. Et c'est à ce titre que j'ai décidé de prendre ma plume pour réagir à ce que dit Id. Maître Id dit qu'il n'y a pas d'apartheid en Mauritanie, que ceux qui disent qu'il y a l'apartheid en Mauritanie ne devraient pas intégrer les institutions. C'est un débat complètement inutile. C'est inutile de dire des choses comme ça lorsqu'on est de l'opposition. C'est soit vous reconnaissez qu'il y a l'apartheid en Mauritanie, qu'il y a une forme de discrimination, en tout cas que vous contribuez à combattre, ou vous pensez que la Mauritanie est un pays égalitaire. Je trouve que vous n'avez rien à faire dans l'opposition anti-système, en tout cas. Vous pouvez rejoindre M. Razouani, considérer que sa politique s'inscrit en droite ligne de ce que vous défendez et assumer vos positions. Mais vous ne pouvez pas prétendre être de l'opposition, prétendre avoir combattu, comme le rappelle si Abdoulaye Baba, avoir combattu toujours la discrimination et reconnaître la discrimination, et passer votre temps à utiliser votre énergie à combattre le vocabulaire utilisé par des gens que vous appelez partenaires, y compris des gens qui sont élus de votre propre parti. Parce que moi, je rappelle encore une fois, je ne passe pas par quatre chemins. Je sais qui sont visés par ces propos, par ces sorties. Ce sont des conflits internes qui les regardent. Mais par contre, je ne peux pas entendre que parce qu'on a des conflits internes, lorsque le camarade avec lequel on n'est plus d'accord dit quelque chose, ma priorité politique, c'est d'aller le contredire en public, y compris en piétinant des choses qui normalement font le socle de ma conviction. Donc c'est en cela que j'ai estimé que la sortie de Maître Id était au minimum une erreur, au minimum une faute d'élégance. Et dans le fond, je trouve personnellement que c'est un écart idéologique que je ne pouvais pas laisser passer. Et s'il y a des gens qui sont assez d'accord avec lui, comme j'ai l'air de le voir écrit dans les commentaires. Bon, je vous cite M. Diaw parce que c'est votre commentaire que j'ai lu. Quand vous dites Maître Id a raison, ça reste une phrase. Il reste à démontrer qu'il a raison. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en désaccord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en désaccord avec le fait qu'en Mauritanie, il y a une discrimination raciale, qu'il y a des gens qui sont victimes de discrimination raciale? Ben, si vous êtes en désaccord avec ça, assumez-le, écrivez qu'en Mauritanie, il n'y a pas de discrimination raciale. En ce moment-là, vous serez effectivement en accord avec Maître Id. Parce que ce qu'il dit revient à dire ça. Parce que faire un débat sémantique sur est-ce qu'il y a l'apartheid ou pas, est-ce qu'en Mauritanie, il y a des institutions
qui sont faites juste pour discriminer? Est-ce qu'il y a des lois qui sont votées juste pour discriminer? On peut aller jusque-là dans ce débat. Et là, je peux pousser très loin l'analyse en vous disant que oui, il y a bien quelques lois au moins qui sont faites pour discriminer. Je peux vous en citer 2. Et je défie tous les juristes du pays à me dire le contraire. Lorsque dans l'article 5 de la Constitution, on écrit qu'il existe 4 langues nationales, l'arabe, le pulaar, le soninké et le wolof. Et que le paragraphe suivant, on dit une de ces langues est la langue officielle. On reconnaît qu'il y a 4 langues nationales, on en discrimine une positivement pour en faire la langue officielle et on laisse les autres. N'est-ce pas une loi qui discrimine? Ou alors je ne sais plus ce que c'est que la discrimination. Ça, c'est une loi qui discrimine. Par ailleurs, dans un pays où le Parlement, donc une institution de la République, vote une loi dite d'amnistie pour couvrir des gens qui ont été responsables de crimes racistes,